Bienvenue dans cet épisode de nos podcasts, le podcast sans animateur où la sérendipité mène le bal. Ici, on jase de coworking, de travail autonome, d'entrepreneuriat. À notre rythme, pas de pression, pas de performance, juste des conversations entre humains. Dans le monde de l'entrepreneuriat, on glorifie souvent la résilience, l'endurance, mais à quel prix? Derrière tous ces projets, il y a de la fatigue, du doute, de l'anxiété, de jamais en faire assez. Dans cet épisode, on est inspiré par la sérendipité, le storytelling, le design d'expérience, la résilience, la créativité. Avec mon ami Benoît, on va à la rencontre de deux phénix. Maxime Poulain, copropriétaire du Café de la Brûlerie, entrepreneur, publiciste, torréfacteur, idéateur, père de 3 enfants. Et Marie-Ève Lejour, ex-propriétaire de la Savonnerie des Diligences. Elle continue d'écrire des légendes dans La Fabrique, son ancien atelier est devenu un gîte. Elle est aussi doula pour entrepreneurs. Let's go! Ça va être ça. Ouais. Non, c'était le fun. C'était cool. En tout cas, Ouais, il est comme... Trop gêné, je jouerais pas. je vais commencer. Je connais un peu plus Maxime. On connaît tout le Café de la Brûlerie. Fait que, Ben, merci. c'est qui le personnage? Je connais un peu moins la savonnerie, mais c'est comme qui est le personnage? D'où viens-tu? Je sais pas. Maxime, je suis natif de Sherbrooke, maintenant Granby, dans le fond. Ça fait des années qu'on est ici. J'ai rencontré ma blonde Lisa, qui est native de Granby aussi, qui est rendue ma femme. On est copropriétaire du restaurant ensemble Café de la Brûlerie. C'est un rachat qu'on a fait en 2013. On a bâti la famille là-dedans. Ça fait 13 ans qu'on l'a. Puis ma grande, elle a 12 ans. Fait qu'on a bâti la famille là-dedans. Nos enfants, ils ont grandi dans le café. Puis, et voilà, c'est ça. C'est ça le Café de la Brûlerie. Fait qu'on est déjeuner, dîner, souper, on torréfie notre café. C'est ça. On s'implique dans la communauté. Puis on aime ça. C'est une belle aventure pour nous autres, là, familiale. Cool. Puis d'où est parti? En fait, c'est quoi ton background qui t'a amené là, en fait? Dans le fond, nous, depuis qu'on est... ça part à loin quand même. Là. Dans le fond, ma blonde et moi, on était à l'université ensemble, tout le kit. On a fait l'université. Ma blonde était là en enseignement. Moi, j'étais allé en admin. On a toujours voulu avoir une business, puis tout le kit. Fait que à la recherche de qu'est-ce qu'on pourrait acheter. Puis là, depuis qu'on est jeune, on travaille en restauration pour payer nos études. Dans le fond, ma première job, ça a été chez Ben Osbourg-Labédène, comme un vrai Grambien en puissance, avec Jimmy, qu'on a la même âge, qui lui aussi a repris la cantine à ses parents. Fait que, dans le fond, on a toujours de l'expérience. On était serveur à Sherbrooke, etc. Puis, quand on a fini nos études, on est parti en voyage, on est revenu. Là, ma blonde, on est parti 6 mois en Amérique du Sud. Puis, ma blonde est revenue, puis elle avait 5 mois de fait. On a donné un petit bébé, puis on est revenu... c'est ça, quasiment nouveaux parents. Pas de job, pas rien. Là, il fallait se trouver quelque chose. Là, c'est là que je suis tombé dans le milieu bancaire. J'avais mon bac en finance. Fait que là, j'étais allé comme dans le milieu bancaire parce qu'il fallait bien gagner sa vie un peu. En attendant d'avoir une business. Mais nous, notre rêve, c'est d'avoir vraiment une entreprise. Fait que là, on cherchait aussi puis tout le kit. Fait que le Café de la Brûlerie, ça existait. Il était en vente à ce moment-là. On l'avait trouvé sur Internet. Puis on l'a visité. Puis on s'est dit, tabarouette, on ferait quelque chose avec ça. Avec notre expérience de restauration qu'on avait depuis qu'on était jeune. On s'est dit, on se voit là, on va le faire. Puis on a lâché le milieu bancaire, puis j'étais allé, on a acheté ça, puis on a repris ça, on avait 25 ans. Fait que là, ça a amené son autre défi, parce qu'on s'est ramassé avec une entreprise avec une trentaine d'employés qui avaient la même âge que nous. Là. Fait que c'était un peu intense. Puis là, dans le fond, j'en ai 37. Fait que dans le fond, ça fait un bout. Ça change, puis on a des employés qu'on a depuis le début qu'on a achetés. C'est rendu vraiment une grande famille. Ça a été le fun. Il y a eu plein d'aventures là-dedans. Il y a eu la COVID, comme tout le monde a eu ça. Il y a eu plein de mésaventures, plein de belles aventures. On a rencontré pas mal de monde, puis on s'est impliqué dans la communauté. Puis je pense que depuis le début, ce qu'on aime, c'est que le Café de la Brûlerie, quand tu dis que tout le monde connaît ça, ben, c'est le fun d'avoir quelque chose c'est un pilier dans une ville qui fait que c'est pas juste un restaurant, c'est un lieu de rassemblement. Le monde vient, se sent bien. Ça fait partie de la ville. Pour nous autres, c'est important. On permet à nos employés de vraiment s'impliquer. On les rend autonomes. Puis c'est ça, fait qu'on est bien contents. Moi, je vais rebondir là-dessus parce que nous, on est arrivé au Canada il y a juste 5 ans. Ouais. Et puis, le premier resto ou autre qu'on entend parler à Granby, c'est Café de la Brûlerie. Et nous, c'est un endroit, c'est assez spécial parce que dès qu'on a des amis qui viennent nous voir ou la famille, on les amène chez toi.
Ah, cool. Ouais. Continue. Amène tes trucs. Et puis on a fait aussi nos premiers. On a appris ici en fait, parce que bon, on vient de Bretagne en France, et les relations sont un peu différentes quand tu rencontres des gens, quand tu invites des gens ici au Québec. Souvent ça se fait, on va quelque part, on ne reçoit pas tout de suite les gens chez nous. Et ta place c'est l'idéal pour aller dîner avec des gens qu'on a envie de connaître en fait. Et donc on a eu plusieurs fois cette expérience-là aussi. On aime bien le côté bar antillais. Alors ça, ma soeur et mon beau-frère, quand ils sont venus, ils adorent les Antilles. Là. On est restés, je ne sais pas combien de temps, boire des cocktails Le tiki bar. de là. Ouais. Et donc, c'est fait pour ça. tu vois, c'est une institution, en fait, à Granby. Ouais. On est vraiment contents. Puis c'est comme tu dis, le but, c'est d'être accueillant. C'est que le monde, ils viennent. C'est pas juste un resto. C'est comme un... Tu sais, vu qu'on est ouvert à la longueur de journée, on n'a pas un service. C'est pas comme on vient souper, on vient dîner. Tu peux venir te déposer à 2h30, manger, prendre un café, prendre une bière. Ça amène des rencontres. Notre clientèle est super jeune jusqu'à super âgée. Tout le monde va trouver son fun là-dedans. Ça fait des belles ambiances. C'est ça, je pense, qu'on aime. Fait que, c'est ça notre resto. C'est plus qu'un resto pour nous autres. C'est vraiment... Parce que, tu sais, on n'est pas... Ma femme et moi, on n'est pas diplômés de l'ITHQ. Notre background, il n'est pas restaurant. C'est vraiment de l'entrepreneuriat qui nous a amené le restaurant à cause de notre expérience. Notre vision de la restauration, ça a toujours été justement l'accueil, l'entraide, le monde, le marketing derrière, le fun. Puis on vient s'entourer pour qu'est-ce qui est le resto. C'est plus qu'un resto. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on aime. En tout cas, je vais rebondir sur ce que tu as dit parce que premier point commun flagrant entre nous, c'est prétexte à la relation humaine. Là. Dans le fond, ton entreprise, c'est un peu ça. Puis moi aussi, c'était la même chose. Là. Le savon, c'était comme un véhicule de valeur, une façon d'entrer en contact avec les gens, là, même si au départ, je cherchais aussi à entreprendre, là, je pense. Là. Fait que ben moi, dans le fond, j'ai démarré la savonnerie en 2005. J'arrivais de Montréal. Puis moi et mon conjoint de l'époque, le père de mes enfants, donc moi aussi, j'ai élevé mes enfants dans mon entreprise. L'entreprise était chez moi pendant 11 ans. Les enfants couraient. Des fois, ils faisaient même leur sieste. Des fois, je les oubliais puis j'allais faire des commissions. En tout cas, ça, c'est d'autres histoires. Mais tout ça pour dire qu'on a vraiment comme... entrepris à la maison d'abord, puis après ça grossit. Dans l'aventure, je me suis aussi séparée. Donc, il y a un moment où est-ce que j'ai décidé de poursuivre seule l'aventure de la savonnerie. Ça a été quand même un moment où est-ce que je me suis posé plein de questions, puis parce que, tu sais, la savonnerie n'était pas supposée de durer plus longtemps ou de survivre finalement à notre couple, là, tu sais, fait qu'il y a eu un réajustement dans ma tête. C'était vraiment un projet de couple au départ. Oui. C'était vraiment comme une entreprise familiale, puis c'était un projet parmi des projets de couple, puis finalement, ben, on avait créé les légendes, puis là, ben, c'était comme un peu bête de la fermer, tu sais, on venait juste de mettre au monde ces légendes-là. Puis ben ça, alors, je me suis séparée, puis finalement, j'ai décidé d'essayer pour 1 an. Fait que c'était ça que je m'étais dit que j'allais faire. Puis au bout d'1 an, ben c'était clair que j'avais envie de continuer. Donc, on a entrepris une assez grosse croissance, là, puis c'était un peu... suite aux légendes, justement, on a comme cueilli les fruits de ce qu'on avait semé. Là. Tu t'es réentouré, puis toi, avec d'autres mondes qui ont remplacé ton conjoint de l'époque. Oui, j'ai bâti une équipe, puis finalement, j'avais comme... J'étais prête à tout, en fait. J'étais prête à soit grandir ou rapetisser, là, selon pour pouvoir continuer à la savonnerie. Mais finalement, naturellement, on est allé vers la croissance. Puis pas à peu près, là, vraiment exponentielle, rapide. Fait que ce qui a fait en sorte qu'on a construit une nouvelle savonnerie, qu'on a déménagé en 2017, au moment où j'avais 13-14 personnes dans mon équipe chez nous encore. Puis là, on a déménagé dans le nouveau bâtiment. Et puis, on était en croissance effrénée. Là, entre 2014 et 2020, on a fait x10 notre chiffre d'affaires. Fait que, ouais, c'est ça. C'est que là, c'était comme tout le problème de liquidité, d'inventaire, de tout ça, de structure, là, tu sais, ça explosait. On a eu jusqu'à 45 employés. Puis ben, c'est ça, on a été inondés le 1er novembre 2019. Puis après, 5 mois après, il y avait la COVID. Fait que ça a beaucoup complexifié les opérations. On avait, à ce moment-là, déjà acheté une autre usine parce ça débordait déjà 1 an et demi après la construction d'Austin. Puis ben, c'est ça, après l'inondation, on a tout relocalisé la production à l'usine. On a décidé de garder seulement l'usine. Puis après, ben, il y a eu une décroissance involontaire là, qui a mené
à la fin pour moi de la savonnerie, mais la savonnerie continue. J'ai réussi à la transférer il y a 1 an, en fait. Fait que c'est vraiment même quand je le raconte, j'ai même de la misère à me suivre moi-même. Fait que je suppose que vous autres, vous êtes déjà perdus. Ça a été un deuil, mettons, ouais. Ça aurait dit c'était comme 19 ans, mettons, Oui, bien, oui et non. Tu sais, dans le sens que le deuil a commencé au moment où est-ce que tu te rends compte que c'est pas rentable année après année, tu sais, puis qu'il y a des enjeux de rentabilité, puis tu te dis, en tant que chef d'entreprise, j'ai une responsabilité aussi, tu sais, c'est pas rentable, à un moment donné, il faut avoir le courage d'assumer tu sais, la décision qu'il faut prendre. Fait que le deuil a commencé à l'automne, je dirais, 2022, ce qui fait que en janvier 2024, quand j'ai décidé de la fermer, moi, j'étais vraiment prête à tout, puis même à se dire, ben là, c'est la fin. Puis, tu sais, qui a dit que les projets d'entreprise devaient survivre à la vie de leur propriétaire? À un moment donné, tu sais, tout naît, tout meurt. J'étais assez zen là-dedans. Puis finalement, c'est via un groupe de savonniers du Québec que moi, j'avais fondé en pandémie 4 ans plus tôt, qu'en vendant des équipements, j'avais même pas annoncé que j'étais à vendre, que j'ai parlé à... Puis de fil en aiguille, elle a sauté sur le deal, puis c'était la bonne personne au bon moment. Puis, ce qui fait que j'avais commencé à appeler mes clients pour dire je ferme. Puis là, la semaine après, j'ai rappelé pour dire on ferme pas finalement, je vends. Puis, tu sais, contre tout ce que tu apprends dans les livres, parce que j'avais essayé de vendre quand même en 2023. Le deal, c'est closé en comme 1 semaine. J'avais un dépôt dans mon compte. Puis on avançait. On a passé au 1er mai l'année passée. Puis ben là, la savonnerie est à Saint-Raymond maintenant. Là. Fait que, ouais, c'est quand même une longue aventure, mais tout ça pour dire que le deuil, c'est un processus. Le deuil n'est jamais terminé, mais il y a une super grande fierté d'avoir rendu ton enfant autonome puis qui déménage, là, finalement. Oui, puis tu sais, je vais rebondir sur ce que tu disais, dans le sens que on est comme sur le mot rebondir. Oui. Mais dans le sens que quand nous, on a racheté, en 2013, c'est un peu l'inverse. Nous, on a racheté à quelqu'un qui ça faisait déjà 10 ans, tu sais, que Café Laborie, le nom existait, puis que c'était bien, puis tout le kit. Fait que, quand on l'a racheté, on était content de l'avoir, puis les employés, c'était ça. C'est juste que la passation, exemple, quand tu dis le propriétaire, il faut qu'il laisse un peu survivre ton entreprise, puis qu'elle agrandisse. Il faut qu'elle dépasse son propriétaire. L'exemple, quand on l'a ramassé, on est arrivé, on était en gros feu, là, on voulait manger les murs, mais là, ça fait que ça repousse, puis là, les employés ont grossi, puis tout. Parce que le propriétaire a pu faire autre chose, puis c'est le fun, puis là, des fois, exemple, on garde l'entreprise, on est tanné, des fois, tu peux comme la faire mourir aussi, je sais pas ce que je veux dire. Fait que c'est dur de passer de même, puis pas savoir passer au bon moment aussi. Fait que c'est ça, je pense que c'est ça le défi des entrepreneurs aussi, parce qu'on devient comme super attaché. C'est comme nos bébés, on met tellement d'heures, tellement de temps là-dedans que à un moment donné, c'est un peu ça. Je pensais jamais quitter la savonnerie. Je suis une entrepreneur passionnée. Là, fait que puis on était dans des clubs entrepreneurs. Puis souvent, tu as 2 types d'entrepreneurs. Tu as un entrepreneur qui veut vraiment l'amener jusqu'au max de sa valeur, la vendre, puis partir. Moi, j'étais comme, non, moi, je suis en amour avec mon entreprise. Il y a tout ce que j'aime, tout ce que je suis dedans. Puis à un moment donné, tu es dans la gestion quotidienne, puis moi, je me suis posé la question, j'avais l'impression de ne plus avoir d'impact, puis de ne plus grandir moi, puis me nourrir moi, là, puis peut-être une petite crise, la quarantaine, aussi, proche cinquantaine, là. Puis là, je me suis dit, non, moi, je vais avoir de l'impact, puis finalement, aujourd'hui, je suis super contente. Je suis contente de tout, là, puis ma vie est vraiment belle aussi, là, puis évidemment... tu t'arrêtes pas d'être entrepreneur parce que tu n'as plus ton entreprise. C'est comme un médecin qui change de cabinet médical. Je veux dire, je suis encore un entrepreneur, mais c'est tout un positionnement au niveau de l'identité. Là, ça brasse pas mal. Là. Quand tu quittes ton entreprise ou que ton entreprise te quitte, là, par la force des choses, c'est sûr que ça brasse. Mais... Tu te remets en mode... J'aurais envie de t'entendre, avant qu'on arrive à la fin de ton expérience dans la savonnerie, tu parlais de gros déboires que tu as eus. Au niveau de la sérendipité, au niveau des heureux hasards, dans le fond, j'ai cru comprendre qu'il y a une histoire là, par rapport au dégât d'eau, que ça a amené quelque chose qui était vraiment inattendu, finalement, que ça a eu beaucoup de valeur. Tellement. Je ne sais pas si tu vas en parler. Oui, vraiment. 1er novembre 2019, on a eu toute l'eau du Mont Orford qui s'est ramassée dans notre sous-sol, puis qui a comme gobé toute notre production de Noël. Là. La plus grosse de la production était à Austin. Puis on avait aussi la production à l'usine de Bolton. Étant donné que c'était de l'eau de ruissellement, dans le petit clause de ton contrat d'assurance, ben les assurances ont dit, nous, on ne couvre pas, c'est pas de l'eau qui vient de chez vous. Fait que bref, puis moi, puis pendant le sinistre, puis que je voyais l'eau monter, je me disais, c'est juste
de l'échange d'énergie, c'est correct, on est assuré, on va survivre à ça. Puis là, après ça, le verdict tombe, puis tu te dis, OK, là... Fait que j'étais... Puis c'est drôle parce que 36 heures avant l'inondation, j'étais dans le bureau du médecin pour ma fille, un petit rendez-vous de routine. Puis j'ai demandé à être vue parce que j'allais vraiment pas bien. Puis elle m'a diagnostiqué une dépression majeure, comme juste avant l'inondation. Puis donc, j'étais dans un état déjà de... Ben, je pense que c'était difficile. Là. On avait des ados. Nous aussi, on a eu des enfants dans tout ça. Puis on avait un petit peu de difficulté avec les adolescents à ce moment-là. Donc, j'étais sur le pilote automatique quand c'est arrivé. Puis c'est vraiment la communauté qui m'a soulevée. Là. Comme la communauté a dit, la savonnerie, elle peut pas arrêter, ça peut pas arrêter. Puis j'ai des partenaires à ce moment-là, des mauvaises herbes qui étaient des partenaires à moi, qui ont dit non, on te crée un GoFundMe, on te crée. Puis nous autres, on est en train de sortir tout le stock du sol, puis on a fait comme une montagne avec les savons, puis on dit non, on crée un événement, les gens vont venir les récupérer. J'étais comme, ouais, mais ils ont trempé dans l'eau. C'est comme, non, on jette pas ça. Puis tu sais, fait que j'ai été vraiment soulevée. Fait que ça a créé un grand espoir, puis cette espèce de réalisation-là que c'est un projet plus grand que juste un projet d'entreprise, tu sais, puis que tout ce qu'on avait créé, l'écosystème autour de la savonnerie était très, très fort. Puis donc, ça m'a donné, beaucoup de confiance dans l'avenir, je dirais. Après, rétrospectivement, quand j'ai vu le dégât d'eau, ben, je me suis dit que c'était une bonne chose parce qu'on a tout déménagé les opérations de production à Bolton, puis on n'aurait jamais fait ça s'il n'y avait pas eu le dégât d'eau parce qu'on venait juste de construire cet immeuble-là. On était attachés, on était... jamais qu'on aurait accepté de partir d'un super beau, bel emplacement à une usine un petit peu moins sexy. Puis, en tout cas, mais finalement, c'était pour les opérations, c'était l'idéal. Fait que mais ça prend du recul, puis beaucoup de... Sur le coup. Sur le coup, non, tu vois pas ça, puis c'est juste vraiment difficile, là, mais... puis il y en a eu plein d'autres, là, mais c'était un moment où est-ce que j'ai vraiment pu constater que derrière chaque épreuve, chaque défi, il y a vraiment une occasion comme d'opportunité à la hauteur de ce que le défi arrive, puis que si jamais il n'y en a pas, ben c'est à nous de le créer. Fait que ça, c'est la deuxième inondation. La deuxième inondation, là, j'étais pas de bonne humeur. Je me dis, OK. Parce que, rapidement, après la COVID, on a décidé de vendre ce bâtiment-là, le bâtiment d'Austin, parce qu'on ne pouvait plus produire là, puis il y avait juste la boutique puis un café. Puis on ne l'a pas vendu. Malgré que tout était vendable, nous, une savonnerie inondée, on ne l'a pas vendue. Mais il y avait une belle opportunité de la transformer en maison, mais les gens ne voyaient pas. Puis même nous, on ne voyait pas. Puis après 6 mois, à être dans un moment où est-ce que c'était à vendre puis on ne le vendait pas, on a décidé de nous le racheter puis le transformer en maison. Donc là, j'habite là, toujours, à cet emplacement-là. Mais malheureusement pour moi, j'ai encore été inondée au mois de juillet 2023, même si on avait fait toutes les rénovations qui avaient été recommandées, de base, là, qui avaient été recommandées par l'ingénieur. Avec les changements climatiques. C'est comme l'eau du Mont Orford qui refoule jusque chez nous, en tout cas, bref. Alors, juste dire que les assurances vont finalement payer en partie, dans tout ça, je me suis ramassée, puis j'ai fighté, puis j'ai pas laissé tomber. Mais ouais, à la deuxième inondation, c'était plus triste parce que là, il n'y avait pas toute une équipe de travail derrière ça. J'étais déjà dans un moment difficile de décroissance, puis là, ça venait se rajouter. Fait que j'ai décidé de juste, je sais pas, j'ai la misère à vous expliquer ça en quelques minutes, mais de moi me ramasser puis d'en faire une œuvre artistique. Donc, je suis montée sur la scène puis j'ai créé un show, un one-woman show en 1 mois au profit de mon inondation. Puis j'ai rempli la salle à la Marjolaine puis j'ai ramassé 10 000 $. C'était quand même pas pire. Puis, mais c'était même pas ça m'a guéri, en fait, en me montrant que la créativité peut toujours guérir puis qu'on peut créer des grandes choses en très peu de temps, même dans la douleur. Puis ça, c'est des chemins puis des sillons qui sont creusés dans mon cerveau puis que maintenant, ils font partie de ma vie de tous les jours. Beaucoup de résilience. Oui, résilience puis même créativité comme plus loin. Là, c'est comme, regarde, il y a forcément quelque chose à faire. Fait que, ça... Ouais, ça change ton cerveau, c'est sûr. Oui.
Quand tu vois que tu peux faire ça par toi-même, puis recréer, quand tu dis, tu as ramassé 10 000 en faisant ça, mais ça te permet, quand tu dis, tu as entrepris ton show, c'est la même affaire qu'un entrepreneur. Tu sais. Ouais. C'est un peu ça, quand la switch, elle se fait, c'est qu'après ça, tu peux partir plein de projets, là, c'est ça qui est cool. Là. Puis quand tu disais au début que tu voulais être dans le savon à cause de. C'était un lieu de rassemblement, tu le vois avec ton dégodeau, puis tes gens qui viennent t'aider, puis tout. Puis là, tu dirais, c'est juste du savon, tu sais. Mais c'est pas juste du savon, tu sais. Comme je disais, mettons, l'exemple, c'est un produit. En tant qu'entrepreneur, on vend toujours un produit. T'sais. Je l'explique un peu parce que sur la restauration, on est tout le temps mis comme les restaurants. C'est tellement un gros marché. Il y a des restaurants haut de gamme, des cantines, des restaurants bistro. C'est tellement grand comme domaine, on est tout le temps différent, mais ce qui nous rapproche tout le temps, c'est les gens. T'sais. Puis j'avais tellement un bon point à dire là-dessus, je l'ai perdu. Il va revenir. Ouais, tu joues un peu de piano. Là, ouais, c'est ça. Moi, je trouve que le savon, c'est un produit noble. Ouais. Il y a quelque chose d'art, il y a de l'artisanat, il y a de l'art dedans. C'est assez spécial, je trouve, comme produit. Ça a une sensation de, comme je dis, une forme de noblesse dans ce produit-là. C'est intéressant que tu dises ça, Benoît. Puis, dans le fond, oui, ça touche plusieurs sens. L'odorat, le toucher, la vue. Puis nous, avec le projet des légendes, on a réussi à connecter aussi des histoires puis des illustrations. Ce qui fait que là, c'est vraiment comme autre chose, une expérience, de se laver avec ça, le coureur des bois, le rugueux de chantier ou le jardinier. Puis là, ça devenait comme, c'est ça, autre. T'avais-tu comme un gros réseau de distribution pour toute l'équipe? Tu vendais juste quand même? Oui. Fait que j'avais il y a toujours encore à peu près, je pense, 300 points de vente partout au Québec. On est rentré chez Avril. On a quand même développé une super belle clientèle partout au Québec. Fait que essentiellement, quand j'ai vendu la savonnerie, c'est ça que j'ai vendu. J'ai vendu le nom, le branding, les recettes, le site web, le réseau de distribution. Puis la personne qui était en charge la directrice vente et services à la clientèle, elle a suivi aussi. Fait que ça a soutenu cette transaction-là. Là, fait que, qui va super bien aussi encore aujourd'hui. Là, OK. C'est cool. J'ai repris mon idée. Vas-y donc. OK. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est comme tes savons, là, c'est un peu l'exemple, c'est que c'est comme, mettons, comme dans un resto, là, notre matière qu'on vend, c'est des œufs, du bacon, tout, c'est une matière, comme toi tu mets du savon. Mais ce qui fait que ça fonctionne, au final, c'est tout l'environnement, ta communauté, tes gens, ton staff, ta directrice d'opération qui a envie de pousser ton produit, qui y croit, tu sais. C'est un peu ça. Fait que notre but en tant qu'entrepreneur, c'est de prendre ce produit-là, puis de rendre tout le monde aussi accro à l'interne de la vente. Fait que ce soit du savon, des 2 œufs tournés bacon, un concessionnaire automobile, c'est pour ça que quand je te dis qu'un entrepreneur, quand tu as vendu ça, mais ton concept, tu peux le reprendre parce qu'au final, tu vas l'adapter à ton nouveau produit que tu vas tomber en amour avec, là, ou ton nouveau concept qui était ton One Woman Show, c'était ton produit, mais c'est encore là, c'est la communauté, c'est les gens, les c'est ton histoires branding. qui sont derrière, les histoires que ça permet de créer, la proximité. Ouais, c'est toujours le même concept, là, tu sais. Okay, c'est ça que je voulais dire. Non, absolument. Puis, dans le fond, plus que tu arrives à transférer ta personnalité entrepreneuriale dans ton projet, je pense que toi, tu étais bon là, parce que j'ai vu des annonces vraiment tripantes. Là. Tu sais, la partie artistique en toi ou ton œil aiguisé, je pense que ça vient vraiment soutenir et donner beaucoup plus de couleurs et de saveur à ton produit. Là. Nous autres, on s'implique depuis le début à faire des vidéos et s'amuser dans le marketing. Puis là, on est au Cool Club, le magnifique Cool Club. Là, je salue Rohan qui est pas là, mais les vidéos, ça a parti avec lui. Là, Rohan travaillait pour nous à l'époque. Puis il était au secondaire. Fait que, on a nos employés, on les a au secondaire, ils tombent au cégep, université. Là, après ça, ils font d'autres projets. Puis Rohan, qui était dans le cool, il était avec nous autres. Puis il aimait ça, justement, faire des vidéos pour nous niaiser. On a commencé à se filmer, faire des trucs. Ça a embarqué les employés. Puis notre but, ça a toujours été du plaisir là-dessus. Puis là, je continue avec d'autres employés qui veulent s'impliquer, puis ma blonde aussi là-dedans. Fait que quand on a un projet, on a une bad luck, on essaie de la virer en vidéo drôle pour s'amuser aussi là-dedans, puis voir tout le temps les choses, le fun, puis s'impliquer. Là. Je pense que c'est une force pour nous autres, puis on y prend plaisir. Là. Puis tu arrives à développer aussi certains talents chez tes employés qui vont après ça toucher des rêves. Moi, c'est ce que je vois aussi, là, comme Rohan, qui est par son Cool Club, sûrement que
oui, c'est lui qui t'a aidé à monter les premières vidéos, mais sûrement que ça a soutenu aussi son rêve à lui. Fait que tu sais, il participe à ton rêve, tu participes au sien. Ça. Moi aussi, j'avais vraiment ça dans mon ADN de la savonnerie. On a géré selon les talents, les rêves de vie. Puis tu sais, ce qui fait que, oui, ça a été un petit peu vraiment pas mal triste quand tout ça s'est terminé au niveau de l'équipe de Bolton, mais en même temps, on l'a vécu. Puis ça fait partie de nous, puis de notre expérience, puis notre façon de voir le monde. C'est que ça, on peut pas nous l'arracher. Là. Non, exact. Puis c'est toutes les rencontres de même qui font que c'est le fun. Fait que quand je te dis, là, quand nous, par exemple, on avait racheté, on avait 25. Là, j'en ai 37. Mais entre ces années-là, on a rencontré tellement de monde, puis tellement d'employés. Quand je te dis l'exemple de l'employé qu'on prend jeune, puis tout, mais c'est le fun de pouvoir transmettre cette vision entrepreneuriale-là, puis voir que possiblement que ça a des impacts sur d'autres, puis qu'ils l'appliquent eux autres dans leur rêve après. Moi, je pense que c'est notre plus grande fierté. C'est comme là, présentement, on a d'autres projets, justement, on a le café, dans la distribution, d'autres, c'est comme notre nouvelle affaire, là, on torréfie, puis là, depuis la COVID, on est rendu dans les épiceries, c'est comme on a le resto, mais notre but, c'est de vraiment augmenter notre réseau de distribution de notre café. Puis là, on s'entoure justement de nos employés, on leur donne une nouvelle tâche. Ils deviennent des rep marketing, puis les autres s'accomplissent là-dedans. On a une fille qui était, mettons, qui vient rejoindre notre équipe, qui était une ancienne barista, puis elle a fini son stage à l'école, puis on l'apprend, puis on va lui montrer les choses, puis il développe là-dedans. Bon, ça va venir où? J'en ai aucune idée, mais c'est le fun qui pousse nos projets là. C'est une autre forme de sérendipité, là, pas pour faire du word dropping, là, mais c'est probablement que la plupart de ces employés-là, ils arrivent là, eux autres, pour travailler dans un café. Mais que finalement, ils apprennent plein d'autres trucs, puis ils se font un peu prendre au jeu, puis c'est ça. Ça fait que ça développe plein de compétences parce que la vibe est le fun, c'est ça, il y a de la cohésion et tout ça. Je pense que c'est important parce qu'au début, quand on avait acheté, je reviens là-dessus, parce qu'on est comme, c'est long, là, mais au début, on s'est dit, hey, là, on achète ça, là, faut qu'on soit des boss, là, puis là, là, ça enlève ta couleur. On n'est pas capable de faire ça, nous autres. On va être proche des gens, on va être proche du monde, puis donc ça apportera les problèmes que ça a apporté dans le sens que, des fois, tu fasses des décisions difficiles, tu es plus proche de ton monde, mais il faut que tu le fasses pareil, mais en étant nous-mêmes, ça a fait notre succès aussi, t'sais. Fait que les employés, quand tu dis qu'ils tombent à se prêter au jeu, c'est que on n'a pas une vision entrepreneuriale de dire, mettons, moi j'ai raison, et, on va être vraiment plus dans la consultation. On va les aiguiller, mais c'est le fun d'avoir les inputs de tout le monde parce que, au quotidien, quand tu parles de l'opérationnel, au final, c'est pas nous autres qui est dans l'opérationnel du day-to-day, Fait que, il faut prendre le input des gens qui sont là, puis notre travail à nous autres, c'est de donner les outils pour qu'ils performent après, puis que ça aille bien, Mais c'est un peu ça notre job en tant qu'entrepreneur. Fait que notre but à nous, c'est de faire grandir le resto. Si on fait grandir le resto, c'est bon pour eux autres. Puis leur but à eux, c'est de nous donner des inputs, puis de les écouter, puis c'est comme un pas un mutualiste, là, mais c'est un échange. Je pense que c'est ça qui est important. Puis pour nous autres, ça a été, je pense, notre façon de faire depuis toujours. C'est ça. Fait que, par exemple, Lisa, qui est ma conjointe, qui est aussi copropriétaire, là, elle s'implique. Ce temps-ci, c'est vraiment elle qui reprend le resto. Elle a une autre vision, une autre affaire, elle va apporter ses projets. C'est ça qui fait que ça grandit, que la business c'est le fun quand elle ne meurt pas. Là, on va grandir, mais dans un autre aspect. Elle va s'entourer d'autres idées, d'autres personnes, puis on va avancer là-dedans. C'était comme ça qu'on a tout le temps géré. T'sais. Vous vous réinventez, en fait. Ouais, on se réinvente à l'interne tout le temps. Ouais. Ton staff qui vient, c'est une bonne occasion de te réinventer tout le temps. Parce que, il faut que tu te réinventes. Puis là, les jeunes y arrivent, ou les plus vieux, ils ont d'autres idées, ils sont ailleurs, on se réinvente. Puis à l'écoute de leurs idées, puis ouais, c'est ça. Puis toi, ça te permet aussi, je pense, de prendre aussi de la hauteur au niveau stratégique et tout ça, pour les projets futurs, pour faire autre chose, parce que tu sais que ta base, elle est solide, ouais, et exact. Puis tu sais que ça marche, même si... Et donc toi, ça te permet de lancer d'autres projets. Oui, puis la base, je pense que c'est important. Là, notre base, c'est toujours en train de les refaire, puis tout, là, mais là, c'est assez solide pour dire que, quand on délègue des tâches, mais ça responsabilise aussi les employés. Ils sont rendus un niveau aussi qu'ils veulent des responsabilités aussi. Fait que, je pense que le danger aussi au début, c'est de micromanager tout, là. C'est un peu ça, là. Fait que là, on essaie de macro-manager pour voir les grandes optiques, puis être capable, par exemple, d'avoir une expansion, que ce soit... Je t'expliquais le projet de café, mais il faut qu'on soit capable de sortir de là pour faire ces grands projets-là, qui vont être bons au final. Mais le micromanaging, c'est genre... c'est important. Des fois, c'est un piège aussi. Puis on n'est pas là, on dit qu'on est comme là-dedans sans t'en rendre compte. Puis là, tu sors, t'es comme ouais, OK, c'est un peu ça. Là. Fait que là, c'est en sorte comme une bonne vibe de on ressort, on voit les projets, on a une belle vision qu'on sent.
on sait où qu'on s'en va, là, c'est le fun. T'as-tu l'impression que tu peux changer tu changes le monde, un café à la fois? C'est quelque chose que tu portes? Oui, mais nous, notre affaire, comment on voit notre vision de café, là, c'est comme la démocratisation du café. Lisa vient d'écrire un livre là, sur le café, justement. Là. Les éditions, quand on parle des projets, là, on s'avait fait approcher par les éditions Goélette. On avait reçu un courriel, puis là, genre, on aimerait faire un livre avec vous. Là. Moi, je le pogne, c'est en été, je suis dans le jus, là, je le supprime. Je pensais que c'était un spam, là, dans le dire, ouais, qu'est-ce que tu veux, t'sais. Là, il me rappelle, il dit, hey, t'as-tu mon courriel? Je suis comme. Là, je disais, je pense que c'est sérieux, je pense qu'ils veulent faire un livre avec nous autres, t'sais. Je dis, pourquoi nous autres, des brûleries, il y en a partout au Québec, nous, à Grimby, là, dans le sens qu'on n'est pas un café de troisième vague dans un petit quartier à Montréal, là, super, notre famille, on est proche du monde, puis toute l'équipe. Elle dit non, c'est avec vous autres qu'on veut le faire parce que justement, tu sais, vous le démocratisez. Puis c'est ça qu'on voulait faire parce que nous autres, c'est comme un café extraordinaire, peu importe la cafetière, ça voulant dire notre café est super bon, mais on n'a pas la prétention de dire que c'est pas inaccessible, là, qu'il faut une machine ultra haut de gamme puis que c'est pas pour tout le monde. Nous autres, mon café préféré, c'est un café filtre en tasse, avec une petite machine. Fait que, on a tout le temps vu notre vision comme ça de café. Fait que l'affaire du livre qui est arrivé, ben, nous, on est des yes men. Fait qu'on rentrait là-dedans, puis finalement, on a fait un livre, puis on est partout. Là, on est Renaud-Bré, puis là, on le distribue, puis c'est un nouveau projet. Puis on a tout le temps vécu l'entrepreneuriat un peu comme ça. Mais quand, par exemple, quand je allait écrire le livre, c'était la même chose. C'était comme c'est le même processus entrepreneurial qu'on fait. On prend ça, puis on le pousse, puis on le marketing, puis on part là-dessus. Ce livre-là, as-tu amené d'autres surprises inattendues? Ouais, ça fait des belles rencontres. On était invités au Salon du Livre à Montréal, fait qu'on était là, fait que là-bas, on a rencontré d'autres gens vraiment cool du milieu. Fait que là, ça a peut-être amené un autre projet. Pour nous autres, c'est le fun parce que ça nous a fait un projet à faire familial. Nos enfants étaient impliqués là-dedans, puis nos employés, on aurait tout caché ça. On dit, voyez-vous, ça fait comme un an. Puis on a sorti ça, c'est le fun. Puis pour nous autres, c'est chez nous, on a un livre, là, on s'en va au Walmart, là, des fois il est comme en bas, puis là, ma blonde, elle le prend. Notre but, c'est pas nous autres qui est le distributeur, c'est ça qui est drôle là-dedans. Nous, on est habitué de faire des projets, puis de gérer tout, là, dans le sens que quand on fait notre café, on va cogner à la porte, puis c'est long, mais là, on a vraiment fait le projet, puis le volet distribution, il est vraiment délégué, on est comme porté par ça. Puis ça, c'est le fun quand même. Fait que là, on a comme plein de surprises. On va, je sais pas trop, là, on va au Renaud-Bré, puis là, on est comme à Longueuil. On sait pas pourquoi, on est là, tu sais. Puis ça, c'est un peu ça. Fait que c'est surtout dans des rencontres, en fait. Ouais, puis là, tu rencontres des gens, puis là, c'est juste le fun, tu sais. Puis ça va mener où, je sais pas. C'est d'autres affaires qui fait... Ouais. C'est pour ça que je trouve que c'est le fun, quand je te dis l'entrepreneuriat du restaurant, ce qui nous apporte, nous autres, c'est tous ces projets-là, ces rencontres-là, c'est quand on dit des yes men, mais là, on fait comme, OK, on va faire ce projet-là, il va en avoir un autre l'année prochaine, je sais pas c'est quoi encore. Tu comprends? On va sûrement en avoir d'autres projets, c'est quoi, je sais pas. Parce qu'on va peut-être recevoir un courriel de je sais pas qui, puis on va faire le même processus, puis là, on se laisse emporter là-dedans depuis le début sur des années. Ben, t'as reçu un courriel pour faire des podcasts? Ben, exactement. On reçoit un courriel, je dis, OK, on est là, tu sais. Puis là, on se rencontre, puis là, ça amène des belles rencontres, tu sais. On se connaissait pas comme ça, fait que c'est le fun de se voir et faire ça. Fait que ça a été tout le temps notre point d'appui, c'est ces rencontres-là qu'on aime faire, là. Fait que c'est ça. Est-ce que le Tiki Bar aussi, c'est le fruit d'un heureux hasard? Ou le Tiki Bar, c'est juste ma blonde qui disait, tu sais, nous, on avait voyagé justement là, quand on a fini les études, on était partis 6 mois en Amérique du Sud. Fait que là, quand on était revenu, on était imprégné des auberges de jeunesse, de ce style-là, puis tout. On s'est dit, on se bord la rivière, on va faire de quoi de cool, tu sais. Fait qu'on s'est fait une thématique là-dessus, puis on s'amuse là-dessus. Fait le petit Tiki Bar, là, on s'est dit, les cocktails tropicales, c'est le fun. Fait que les touristes, ils viennent s'installer, c'est drôle, ils prennent des photos, puis c'est vraiment le fun. Fait que, on a d'autres projets aussi, tu sais. Notre but, on revoit aussi la terrasse, c'est ce qu'on fait, puis on est tout le temps en évolution. Notre but, c'est de pousser le concept un peu plus loin. Là. Fait qu'on, c'est à la hauteur de ce qu'on peut faire. Fait que, ça sort de là. Les projets sont pas tant réfléchis habituellement. Là. Non, c'est ça. Ouais. Souvent, c'est plus comme une blague. Là. Pas une blague, mais tu te parles comme ça. Imagine si, puis là, go. Ouais, parce qu'un business peut faire ça super compliqué, puis pas avancer, ou oui, mais des processus où juste comme y aller, puis se faire confiance, puis on y va, puis on accepter de se tromper aussi, puis de recommencer, puis je pense que on laisse notre ego de côté, on repart. De se mettre en action rapidement, nous amène à trouver des solutions, puis arriver à quelque chose. Oui, exact. Fait que c'est ça notre vision entrepreneuriale.
C'est beaucoup l'intuition, dans le fond, que t'es beaucoup intuitif, puis t'es branché puis là-dessus, puis tu y vas. Ouais, puis le plaisir de le faire aussi. Ouais. C'est l'intuition, mais c'est un peu genre, quand tu disais que tu achetais tes bâtisses, il y a quelque chose de le fun à faire ça. Oui. Parce que tu pourrais comme juste faire ça, puis là, tu t'assois dessus, mais c'est comme pas le fun. T'sais. Non. Quand tu es entrepreneur, c'est de faire ça. Là, OK, là, ça a pété ton dégât d'eau, mais je vais aller à Bolton, on va tout faire ça. Puis là, ça l'amène d'autres affaires. C'est ça qui fait que je trouve que c'est le fun, au-delà d'avoir une entreprise. Là. C'est ça, ces petits projets-là, que tu fais pas une analyse. Là, quand tu as changé, tu n'as pas fait sûrement une étude de marché, puis de production, puis de. Tu t'en fais une, mais t'es comme, là, il faut que je m'organise, fait que ça va être là-bas. Puis t'es comme, ça va mieux qu'avant. Fait que là, oui, c'est ça. C'est à peu près ça. T'sais. Ou bien, mon chum me le disait depuis des années, puis je disais, non. Puis là, finalement, après ça, j'avais raison. Là. Fait que, y a c'est le genre d'affaire de même. Souvent, c'est un peu ça. Là. Fait que d'où vous est venue l'idée, des fois, t'as pas le choix. Là, puis tu poses, puis après, ça commence à me donner quand même. Là, c'est vrai, l'intuition. Puis à un moment donné, tu sais, quand, je sais pas, la COVID, c'était-tu plus difficile d'être intuitif ou justement tu étais plus résilient? La COVID, pour tout le monde, ça a été comme. Moi, je m'en souviens, j'avais une de mes serveuses qui commençait, il y avait des rumeurs, les restos étaient jam-pack, on était tous comme ça, dans le temps qu'on avait le droit de se coller super gros. Là, puis là, avant, tu t'aurais jamais pensé que. Dans le 2 mètres, là. Ouais, c'est ça. Puis là, t'as entendu parler de ça, la COVID? Je suis comme, ouais, mais. Que t'as pas. Il n'y a aucun virus qui va nous fermer. 2 jours plus tard, on t'a fermé pendant comme 5 mois. T'sais. Fait que ça a été vraiment subi. On savait pas trop les paramètres au début, surtout les premières fermetures. C'est toutes les pertes d'inventaire. Là, tu dis à tout le monde, on avait une quarantaine d'employés. Fait que tu dis à tout le monde, retournez chez vous, puis je sais pas quand est-ce qu'il y a pour reprendre. Puis après ça, là, on a pu savoir un peu justement comment on pouvait travailler avec ça. Mais là, les règles changeaient tout le temps. Maintenant, c'est comme recréer ton restaurant, là, mettons, tout le temps sur des nouveaux plans d'affaires. C'était voir la rentabilité, mais c'était aussi, OK, maintenant c'est 2 mètres, OK, là, faut que tu calcules ton plan de salle, ça marche-tu? Mais là, après ça, c'était les adresses, fait que là, les zones rouges, fait que là, mettons, tu peux avoir du monde de Québec, mais pas de genre Roxton Falls. Là, tu peux avoir, là, après ça, tu peux être en bulle familiale. Là, t'étais plus en bulle familiale. Là, tu peux manger à un moment donné, on avait le droit d'ouvrir dehors, mais pas en dedans, mais pendant 3 jours dehors. Fait que là, fait que là, on pouvait ouvrir. Fait que là, on a fait des vidéos là-dessus. Fait que tu peux venir, mais apporte ta petite laine parce qu'on n'avait pas le droit de. C'était tout le temps comme ça. Puis là, on avait les registres. Fait que là, ils nous appelaient pour savoir il est assis où ce client-là. Fait que là, ça a été beaucoup de. Puis, on s'est tout le temps adapté. Ça a été comme intense. Puis ça allait bien, mais on a eu 4 fermetures totales dans le COVID. La dernière était difficile parce que on faisait tout ce qui était correct, tout le milieu de la restauration. Puis des gyms, peu importe, puis ils nous ont fermé comme juste avant Noël. Fait que là, ça a été... celle-là, on l'avait trouvé un peu décourageante. Là. Ça a été elle qui nous a rentré le plus dans les jambes, parce qu'à un moment donné, c'est tes employés, tu dis tout le temps t'en aller, mais au final... dans le concret, c'est de vider frigo, ouais, c'est tout ça, puis c'est l'incertitude, parce que c'est dur après ça sur nos employés sont restés, mais tu sais, quand il y a de l'incertitude dans un domaine, c'est que ça fait quitter les gens, là. Fait que l'été, quand ils partaient, c'était comme... OK, vous avez le droit d'ouvrir, là, mais comme dans 1 semaine. Là. OK, mais tu sais, nous, il faut embaucher puis tout. Mais tu sais, on n'a pas de CV parce que personne ne vient porter son CV. Parce que tu sais pas si tu vas le mettre. Fait que là, dehors dans 2 mois parce que les règles changeaient. 4 fermetures, ça faisait t'engages, mais là, fait qu'il y a des gens qui ont quitté le domaine. Mais on a eu la chance d'avoir tous nos employés qui sont restés, tu sais. Il n'y en a pas qui sont partis. Donc, à chaque fois qu'on les rappelait, ils revenaient tous. Les autres étaient... Ils appelaient présent. On avait tout le temps une base d'employés, mais... Sauf que quand ils nous fermaient, on nous fermait en hiver, on rouvrait en été. Fait que là, c'est pas la même game pantoute. Là. On rouvre en haute saison avec le staff d'hiver. Fait qu'ils se sont vraiment donné, les employés ont été vraiment, vraiment bons, dans le sens qu'ils ont donné des heures bien en masse. Puis ça a été un gros défi. Puis là, on est comme revenu à la normale, dans le sens que le monde, ils viennent porter leur CV, c'est le fun, on embauche bien. On a passé ça. Là. Fait qu'on est content. Ça a été ça, la COVID. C'est tout un projet. Mais tu sais, comme tu dis, il y a des affaires qui arrivent bien. Nous, on avait fermé toute la restauration parce qu'on n'est pas comme on n'est pas un restaurant de livraison comme ça. Fait qu'on s'est vraiment concentré. On a fermé tous les frigos. On a évité le plus possible les frais. On s'est concentré sur le café. Parce qu'on s'est dit, bon, ben, ça faisait longtemps qu'on voulait développer. On n'avait pas le temps. Mais là, du temps, j'en ai un peu. Dans le sens qu'on n'a plus rien à faire. Là. Fait que là, on a développé vraiment toute la gestion du café. Puis on est rentré dans les IGA, on est rentré partout. À cause de ça. On ne serait jamais probablement rentré parce que tu es tout le temps pris dans le quotidien. Puis là, ça nous a fait sortir du quotidien. Puis là, c'est ça, je voulais te demander,
c'était pas de la COVID, qu'est-ce que tu n'aurais pas pu faire? Il n'y aurait pas de compagnie de café. Il n'y aurait pas le café, c'est ça. On n'aurait jamais eu le temps de se poser et de dire est-ce qu'on le fait, puis comment qu'on le fait. Puis là, on a eu le temps, puis là, on est parti sur une base. Fait que là, vois-tu, on vient de refaire notre branding d'épicerie parce que là, on le fait en 3 ans, mettons, on sait où qu'on s'en va. Mais ce projet-là ne serait jamais arrivé. Là. Dans les 3 dernières années, on s'est organisé pour bien le faire, puis tout. Mais s'il n'y a pas eu la COVID, on ne l'aurait jamais fait. Là. Fait que c'est un peu ça. C'est cool. Mais c'est ça, certaines industries, ça a profité, puis c'est drôle parce que même le savon, tu te dis, mais on était essentiel, les mesures sanitaires, pourquoi est-ce que ça s'est mis à mal aller? Mais c'était pas que ça allait mal nécessairement, c'est que nous, on était tellement en croissance naturelle, parce qu'il y avait tellement un engouement pour tout ce qui était produit écologique, un engouement collectif, sociétal. Puis là, après la COVID, ce que ça a fait, c'est que les gens ont un petit peu délaissé les commerces indépendants plus pour aller vers les grandes surfaces à cause de la récession, à cause de l'augmentation de tous les coûts. Puis nous, on n'était pas dans les grandes surfaces, c'était pas nos réseaux de distribution, on était chez les commerces indépendants. Fait que là, au lieu de continuer à avoir une croissance, là, on avait une décroissance, puis on a essayé de ramener. On a essayé d'aller en Ontario parce qu'on s'est dit, nous autres aussi, on n'a jamais eu le temps de le faire. Fait que là, on le fait, on s'en va en Ontario pour se rendre compte que, encore une fois, mon chum me l'avait dit, mais que Savonnerie des diligences, ça pointe pas en Ontario, mais tu sais que c'est plus un milieu fermé, plus chauvin. On n'a pas passé, on aurait pu mettre plus d'énergie, mais là, on était sur l'énergie un peu de la dernière chance. Puis on a même ouvert une 2e boutique parce qu'on s'est dit, OK, les boutiques, ça marche, on ouvre une 2e boutique, mais finalement, ça n'a pas été assez rapide. Puis c'est drôle parce que ça m'a bouleversée. Moi, je me posais plein de questions parce que je n'étais pas nécessairement au départ pro-croissance, puis c'était pas dans mes objectifs d'affaires, mais puis tu te dis, OK, on est sur une planète avec des ressources limitées, pourquoi est-ce que on veut pas nécessairement épuiser les ressources, mais la décroissance en entreprise, c'est vraiment difficile dans l'application parce que ça veut nécessairement dire que tu perds des choses. Parce que tous tes coûts fixes continuent à augmenter, tes matières premières, ton électricité, le chauffage, les assurances. Puis là, toi, si tu es en décroissance, tu as moins en moins de marge. Fait que ça veut dire nécessairement qu'il faut que tu laisses aller des gens, il faut que tu départisses de ce que tu as construit, il faut que tu laisses aller des actifs, faut comme que tu dises non à tous les nouveaux projets. Fait que là, ça devenait très déprimant, très difficile à gérer. Fait que, puis j'aurais pu, je pense, il y aurait eu encore moyen, là, j'aurais pu diviser l'usine en 2, refaire le plan de plancher, tout ça. Mais là, moi, j'étais pas dans cette énergie-là de défaire ce que j'avais passé toutes ces années-là à construire. J'avais pas envie de ça. Puis c'est là que je me suis dit, la vie m'amène ailleurs. Puis ça a été un choix. Finalement, c'est toujours un choix. Puis un choix aussi de ne pas attendre jusqu'à la dernière minute parce que vraiment, je m'étais fait dire, écoute, si tu continues, tu vas faire faillite, là. Fait que puis c'est comme le gros mot que tu te dis aïe, mais je veux pas. Fait que, si je peux l'éviter. Moi, j'avais un bâtiment aussi, l'usine, il me restait l'usine, sur lequel j'avais cautionné, donc nécessairement la faillite commerciale, si je perdais l'usine, entraînait aussi la perte de ma maison probablement ou une faillite personnelle. Fait que, puis je suis restée longtemps dans cette incertitude-là, là, de est-ce que je vais faire faillite, est-ce que ça va passer, puis même l'année passée, à pareille date, j'étais là, j'ai aucune idée, là, parce que dans le fond, il y avait la passation, puis après ça, j'étais dans ma marge de crédit, parce que là, c'est là qu'il y a les dettes. Il fallait que je vende tout. Je vende mes actifs de la savonnerie, puis tout mon inventaire, mes matières premières, puis tous mes équipements en pièces détachées. J'ai comme été un déménageur et boueur pendant plusieurs mois, là, à comme essayer de délaisser les actifs en liquidation contrôlée, puis au compte spécial avec la banque en ayant une échéance pour rembourser ma marge de crédit. Puis finalement, j'ai réussi à tout payer, tout le monde, puis tout ça. Mais si j'avais pas été rachetée par la repreneur, c'est sûr que je... Elle a la bâtisse aussi, non? Non, elle a racheté, dans le fond, juste les actifs, comme je te disais. La bâtisse, là, il me restait la bâtisse. Fait que là, j'ai mis la bâtisse à vendre en février, l'année passée, 2024. Puis l'histoire s'est comme répétée, tu sais.
Parce que, ben là, la bâtisse, on est à Bolton Est, puis on n'est pas dans un parc industriel. C'est un 7 acres à peu près, avec un bâtiment industriel léger, tu sais, super cute usine, comme en super bon état, mais on n'est pas dans un parc industriel. Fait que, tu sais, moi, ça avait pris vraiment du temps avant que moi j'achète quand lui était à vendre. Puis, tu sais, j'étais loin d'être certaine que ça allait être vendu rapidement. Mais j'ai pris une chance. Puis là, ben, à un moment donné, je me suis mis à baisser le prix, puis tout ça. Puis moi, j'avais fait des rénos à cette usine-là, des grosses rénovations, parce que quand on a décidé de vendre Austin, ben là, tous les bureaux s'en venaient. Puis on était, tu sais, 40 employés. Fait qu'on avait construit un 2000 pieds carrés de bureau en arrière de l'usine, tu sais, fait que j'avais réinjecté 450 000 $ en COVID en 2021. Fait que, tu sais, les bureaux avaient coûté cher, puis, tu sais, les gens qui étaient intéressés par les bâtiments industriels, ben, ils n'avaient pas nécessairement besoin d'aussi beaux bureaux. J'ai même pensé faire du coworking, mais encore là, le coworking à Bolton, tu sais, c'est pas là, tu sais, fait que... Puis les gens qui sont le concept n'est proches, pas connu partout. Non, puis tu sais, le monde qui habite en campagne, ils ont des grosses maisons, ils travaillent chez eux, là, avec un bureau à maison, puis ils sont bien contents. Fait que donc, là, je suis restée avec cette usine-là à vendre pendant une couple de mois, à essayer toutes sortes de stratégies, baisser le prix, puis tout ça, jusqu'à cet automne où est-ce que j'étais rendue au max de... Tu sais, j'avais plus de liquidité, puis j'étais pas capable de le redonner à la banque. Fait que là... Puis on dirait que j'étais restée assez longtemps dans mon deuil puis dans mon espace de transition que là, j'ai regardé autrement. Puis là, j'étais prête à avancer. Puis ça faisait quand même quelques fois qu'on se disait... Puis même les gens qui venaient visiter l'usine nous disaient, ben ce qui manque, c'est de l'hébergement. Pourquoi? Il y en avait plusieurs qui auraient voulu flipper l'usine en loft, en appart, tout ça. Puis là, je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire avec le moins de transformation puis le moins d'argent possible parce qu'on n'a plus, tu sais. Fait que c'est vraiment parti d'un projet de sauvetage de l'usine. Puis donc, c'était les nouveaux bureaux. En faisant des calculs, on s'est dit, si on loue court terme, on est en masse capable de payer l'hypothèque plus un salaire pour mon chum. Puis moi, je fais de l'accompagnement stratégique. J'avais pas besoin de salaire dans l'entreprise. OK, on fait ça. On fait ça. Puis on a décidé le 1er octobre l'année passée. On a ouvert le 19 décembre l'année 2024. Fait que ça, en 2 mois et demi, on n'a pas eu grand-chose à faire à part faire une salle de bain. Tu fais quoi là-bas? Tu fais c'est de l'hébergement comme type auberge, là. Tu sais, comme quand dans le sud, là, avec où est-ce que tu allais avec tes tiki bars, là. Ouais. Fait que c'est 5 chambres privées, les doubles, les queens, où on a une chambre avec 4 espaces, cuisine, salle à manger, salon partagé, une salle de douche, deux salles d'eau. Okay. Puis ça, c'est tout dans les anciens bureaux. Puis là, ben écoute, je savais pas quoi faire avec le reste de l'usine. Finalement, on s'est mis à comme la placer. Puis là, crime, on a une salle multi. On pourrait recevoir des groupes, puis on pourrait avoir des retraites, des ateliers d'art. Fait que là, on a commencé à faire toutes sortes de choses. J'ai fait mon open mic là-dedans il y a 2 semaines. Je fais aussi des open mic entrepreneurs. En tout cas, on a plusieurs vies, hein, tout le monde. Puis on a aussi une autre salle en arrière qui est comme une salle de yoga. Fait que finalement... Fait que t'as loué, puis tu fais des revenus en temps. Oui, ben les salles, moi, pour l'instant, j'ai loue à l'occasion. Des fois, j'ai prête, mais c'est plus comme... J'aimerais ça, ultimement, attirer des groupes auxquels je prêterais ces salles-là. Ça serait comme un incitatif pour venir parce que, tu sais, c'est pas... Je pense pas que ça va être ça, mon revenu, mais ça ouvre d'autres possibilités. Fait que ça s'appelle La Fabrique, en l'honneur de... Tu sais, avant, c'était une usine d'ébénisterie, ça a été une usine de savon, puis là, ben, c'est une usine où est-ce qu'on fabrique des rencontres humaines ou whatever, là. Fait que, mais c'est ça, cet espace-là, finalement, avec mon parcours, puis tu sais, c'est devenu un peu la meilleure option, là, tu sais. Ça représente plus ce que je suis maintenant, tu sais, que la savonnerie, en ayant des one-on-one plus profonds, en recevant les gens, en étant... ouais, c'est ça, plus près d'eux. Fait que ouais, c'est beau la vie quand même. Fait que là, tu gardes puis ton projet. Ouais, je la garde, c'est ça. C'est ça l'affaire. Je la garde. Entrepreneur, tu fais ça. Ouais. C'est ta deuxième transformation, en fait. Ouais, oui. Parce que là, tu disais la première bâtisse que tu dis, mais au début, tu pensais pas la transformer en maison, puis ça s'est fait. Mais là, le projet là, que tu racontes, là, mais c'est énorme, en fait, d'avoir réussi en fait, à convertir une usine en centre d'hébergement, puis local comme ça pour... oui, puis mais tu vas avoir plein d'autres projets. Faut que tu mettes ça à la disposition en fait d'autres entrepreneurs, tes idées de conversion comme ça, je trouve ça génial. C'est surtout, tu réinjectes quand t'as plus rien. Oui. M'en remettre encore. Oui, je sais.
le plus important 35 000 $ que je vais mettre Ouais, là, c'est ça. acheter des lits, là, puis mettre des belles couvertes puis des oreillers confort, là, parce que là, c'est le plus important, parce que là, je suis passée de la fille qui allait peut-être faire faillite à la fille qui s'est trouvée un fonds de pension, là. Ah ouais, Tu sais, fait que c'est c'est ça. parce que mon usine, dans 12 ans, est payée, là. Fait que, tu sais, ouais. c'est comme, à un moment donné, mais il fallait que je sois assez longtemps dans l'inconfort pour comme me dire, Ouais, je vais le faire. qu'est-ce que je vais faire avec ça, là? Parce qu'au début, je voulais juste la vendre, m'en débarrasser, là, parce que j'étais trop endeuillée. Mais là, je vais en rajouter une couche, Benoît, parce qu'en plus, je m'en vais vivre là, cet été. Fait que, parce que là, j'ai mis Austin à vendre, j'avais tout arrangé les affaires. L'inondation, là, on ne sera plus jamais inondé, c'est sûr, parce qu'on a bétonné, là, on a comme barré l'accès au sous-sol, on a remonté le niveau au premier étage. Puis là, ben, on n'a plus d'enfants à la maison, ils quittent toutes. Là. Nous autres, notre plus jeune, elle va avoir 18 ans. Okay. Fait que là, on s'en va se faire un loft de genre d'adolescents à l'usine. Ah ouais, fait, wow. fait que c'est comme, ouais, fait que là, c'est weird, hein, mais Ouais. ça le fait, là. Wow. Puis dans ton parcours, c'est ça, quand on m'a parlé de toi, en fait, là, c'est ça, j'ai entendu que tu es doula pour entrepreneurs. Est-ce que ça fait partie, en fait, en fait, est-ce que ça vient de ton parcours avec la savonnerie ou c'est des compétences passées que tu en parles un peu? Oui. Ben, je pense que l'accompagnement ou l'enseignement ou être une doula ou un sherpa ou comme partager le chemin, ça a toujours fait partie de moi, puis de ma façon d'entrer en relation. Ça fait 8 ans que j'accompagne les entrepreneurs pro bono, là. La plupart du temps gratuitement, parce que j'avais pas besoin de salaire, j'étais payée par la savonnerie. Fait que moi, tu veux avoir un café, tu veux, puis je faisais quand même C'était souvent suffisamment demander. gratifiant juste pour... Ouais. Ah ouais, go. Exact. Ouais. Mais là, quand j'ai quitté la savonnerie, puis j'avais pas de chômage, puis j'avais pas... j'étais comme, peut-être il faudrait que je commence... j'avais vraiment le goût de faire ça. Puis je me suis dit, je vais commencer à facturer, là. Parce qu'il faudrait que je vive de quelque chose. Fait que... au départ, j'aurais voulu rester quelques mois dans un espace de transition pour comme... me reposer, là, mais finalement, je me suis rendu compte que l'accompagnement, ça me donnait de l'énergie. Puis j'avais besoin des gens. Fait que je suis embarquée, 2, 3 clients. J'avais comme des gens qui attendaient puis qui me disaient « OK, si t'en fais, je veux vraiment. » Puis en fait, ils sont tous venus comme ça. J'ai pas fait de publicité. J'en ai 6, là, en ce moment. Puis là, j'en prends pas plus parce que il faudrait que j'en prenne plus financièrement, mais j'ai beaucoup des gens en passation, puis je me suis rendu compte que j'avais comme une fatigue du coach des fois aussi, comme une fatigue de la personne qui accompagne, qui revit un peu tout ce qu'elle a vécu l'année passée. Fait que là, il y a 1 mois et demi, j'ai décidé de me chercher une job à temps partiel. Fait que je me suis dit, sous les recommandations d'une amie, elle dit, là, tu pourrais... J'avais de la place là, dans mon horaire. Je savais pas trop quoi faire. Puis j'ai fait l'exercice d'aller chercher sur Emploi Québec. Je me suis mis un rayon de recherche de 20 km. J'étais pas tellement motivée. Tu sais, j'habite à Austin, là, fait qu'il n'y a rien à 20 km. Puis finalement, ça s'invente pas parce que première page, je vois prof au secondaire, français, art dramatique à Montessori, à 5 minutes de chez nous, à temps partiel, 2 jours semaine. Fait que là, je fais comme, OK, ça me tente. Fait que là, puis c'est l'école, mon fils était allé là, puis on avait une super belle expérience. Puis je m'étais toujours dit, si je sais pas quoi faire, je vais devenir prof. Puis je m'étais dit ça l'année passée, mais j'avais oublié dans le parcours. Fait que là, j'ai écrit à la directrice, j'ai dit, t'as-tu trouvé? Fait que là, elle a dit, non, envoie-moi ton CV. Je vais me faire un CV. Fait que j'avais pas de CV non plus, tu sais. Ça fait 20 ans que je suis en affaires. Fait que là, je vais faire un CV super motivé. Puis j'écris une lettre de motivation. Vraiment n'importe quoi, là. Genre, je suis une candidate atypique. En fait, je sais même pas si je vais aimer ça être prof. Je suis prête à l'essayer avec vous autres. Pas de garantie. Puis en fait, oui, français puis art drame, mais ce qui m'intéresse, c'est votre volet entrepreneurial. En tout cas, si jamais ça vous tente, essayez-moi. Genre, un enfant même, mais tu sais, plus beau, là, évidemment, sans faute. Fait que, puis finalement, écoute, elle m'a rappelé, puis ça fait 3 semaines que je suis prof à Montessori. Tu fais-tu entrepreneur ou tu fais français en théâtre? Il n'y en a pas ils n'ont pas fait de volet entrepreneurial cette année. Il n'y avait personne pour le porter. Fait que j'ai dit, okay. Ça fait 10 fois que je dis, c'est à moi ça, là. Tu sais, hein, l'année prochaine, on fait ça, là. Puis, mais tu sais, je ne savais pas que j'allais aimer ça. À date, j'aime vraiment ça. Puis ce que je me rends compte, puis ce que je trouve fascinant, puis c'est pour ça que je trouve que ça vaut la peine d'en parler, c'est que là, tu sais, le doula, la fabrique,
Puis le prof, c'est comme un triangle, puis ça s'imbrique vraiment bien, tout ensemble. Puis là, je fais des open mic, fait que là, tout vient soutenir un l'autre, puis c'est un me repose de l'autre. C'est comme, parce que là, quand, tu sais, après 2 jours. T'as pas dans une affaire. Non. Tu sais, là, je me repose de mes élèves parce que je m'en vais voir mes coachés. Là, mes coachés, des fois, après ça, je me repose avec mes élèves. Puis, je viens toucher à quelque chose de super important qui est comme quelque chose que j'avais tout le temps dans la tête, que j'ai chialé contre l'école et le système scolaire parce que mes enfants, je trouve que c'est inadapté, je trouve que ça ne représente plus la réalité. Mais là, je peux faire quelque chose là-dessus de super concret. Je peux agir. Tu peux t'impliquer, là. Oui, je peux contribuer à changer un peu le système scolaire, un geste à la fois, comme je disais. Que en plus, ça doit être comme un petit milieu aussi, là. Ben oui, c'est ça. Tout le monde se connaît, là. Puis, mais non, fait que là, je suis branchée là, sur une fréquence là, d'amour puis de gratitude super puissante en ce moment. Autant que là, genre 2 ans, c'était comme la fin du monde. Oui. Puis là, t'es comme, je suis bien finalement. Je suis super bien. Ouais, c'est ça, quand tu vois tout le noir, quand tu t'es reviré, là, dans le fond. Oui. Je pense que c'est ça aussi de... C'est ton 35 000 qui m'a comme fait ben tant qu'à ça, je vais le mettre, puis on verra bien. Tu comprends? Non, mais ça, c'est comme, comme tu dis, j'ai investi, tu sais, tant qu'entrepreneur, tu as tout le temps probablement vu l'argent comme un outil dans ton affaire pour pas c'est mon dernier, je veux dire 35 000. C'est comme, je vais le mettre là, puis on verra bien. Tu comprends? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ça marche. Oui. Ça, je veux dire, si tu t'avais probablement accroché à ça, tu l'aurais perdu anyway. Tu aurais tout perdu, tu comprends? Oui. Le fait de le mettre au bas. Oui. Puis de pas... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, absolument. Je l'explique bien, là, mon blanc. Oui. Il faut que... J'ai pas hésité. Ouais, c'est ça. T'étais comme... C'était plus ton projet que... Quand je te disais, il faut que ça te fasse triper. Quand je te dis, c'est de faire ces projets-là qui font triper, mais faire comme, on va faire ça. Là, t'es comme... Ton étude de marché, que je te reviens exactement la même affaire tantôt. Pas fait d'étude de marché. En marché? Austin, tu dis, les gens vont venir. Mais non, c'était bien plus drôle que ça parce que j'étais au compte spéciaux à la caisse. Quand tu es en liquidation contrôlée, tu es au compte spéciaux. Puis là, j'appelle. Je savais pas où on pointait 35 000. Puis là, j'étais comme, je checkais mes affaires. J'étais comme, je pense qu'il reste 35 000 sur mon accordé. Là. Fait que là, j'appelle ma fille au compte spéciaux. Je dis, mais je suis au compte spéciaux, j'ai-tu le droit d'aller reprendre un accordé? Elle dit, ouais, ça me dérange pas. Parfait. Fait que là, j'ai appelé Visa. Puis genre, en 5 minutes, l'argent était dans mon compte. Puis là, j'appelle mon chum. Puis je dis, on part, on fait le gîte. C'est comme n'importe quoi, tu sais. Mais puis, tu sais, faut pas que j'en parle à ma mère qui a été prof toute sa vie, elle va capoter, mais. Ouais, c'est ça. Ça demande. C'est ça. C'est ça. C'est en le faisant à un moment donné, tu crois que t'as des affaires, puis tu le fais. Puis, ouais. Ah ouais, c'est clairement ça. Ça fait du bien de se réinventer comme ça, là. Ouais. Tout est encore possible. Fait que dans le fond, tu serais jamais arrivé là, tu sais, d'une décision. Réfléchi, logique, il y a quelques années. C'est un heureux hasard d'arriver là. Oui, tu sais, une série de hasards puis de ralentissement, d'espace de transition puis d'inconfort aussi. Tu sais, c'était très inconfortable. Tu sais, de penser que tu vas tout perdre puis faire faillite, là, puis tu regardes ta table à dîner puis ton char, t'es comme « Hey, vont-tu m'enlever ça là, si je fais faillite? » Puis là, à un moment donné, je me suis dit je pense qu'ils m'enlèveront pas mon linge. Tiens, je vais m'acheter du linge. T'sais, c'est comme niaiseux de même, là, mais tu sais, c'est vraiment bizarre, là. Mais on s'en sort. Ouais, c'est flyé quand même. Ouais. J'en revenais, c'est la COVID, c'est un peu ça. C'est un peu là que il y a tellement d'entrepreneurs que je connais que ça les a mis là. Il y a eu des subventions du gouvernement, tu es remboursé 2 ans plus tard, mais tu as besoin de ça pour. C'est comme pas facile. Des fois, justement, en tant qu'entrepreneur, il faut que tu te mettes devant, puis t'as pas le choix si tu veux que ça marche. Là, tu réinjectes, faut que tu y crois en crime. Là. Ouais, vraiment. Fait que c'est un peu ça, puis quand tu es en amour avec ta business, c'est un peu ça, mais tu peux caresser, puis là, si tu veux que ça marche, mais là, il faut que tu investisses encore plus parce que faut que ça croît, tu sais. Puis là, t'as de la croissance, mais là, ta barouette, ça fait l'effet inverse, tu achètes des stocks. Là, la croissance, pas te nuit, mais genre, c'est comme un cercle à maner, là, de... C'est comme un effet collatéral, là, c'est ça? Fait que c'est le fun, là. Ça sort tout le temps. Puis, tu sais, à un moment donné, quand t'es en décroissance ou que t'es en déficit, il faut comme que tu prennes quelques pas de recul pour te dire hey, dans quel autre job j'accepterais d'aller travailler super fort puis que toute mon équipe travaille super fort tous les jours pour perdre de l'argent. Ouais, c'est ça. Là, c'est comme OK, ça suffit. Mais il y a tellement d'entrepreneurs qui sont dans cette situation-là en ce moment. C'est pour ça que je me suis dit, tu sais, comme accompagnante ou accompagnatrice ou doula, tu sais, peu importe comment on l'appelle, tu sais,
c'est un rôle à jouer d'essayer d'amener de la clarté là-dessus parce que il y a vraiment beaucoup d'entrepreneurs qui sont que c'est difficile, qui sont en détresse, là, on va dire. Puis il n'y a pas beaucoup de support. Là. C'est un peu l'exemple. Exemple, quand tu dis ça, mais il faut quand même que le lendemain, tu y ailles pareil. Tu peux pas faire comme je m'en vais. Puis tu peux pas faire ça parce que tu as tes employés et tu as tes affaires. Fait que tu n'as pas le choix. Quand tu disais, maintenant, tu avais une dépression majeure, c'est comme, tu peux pas te retirer anyway. Non. Fait que c'est comme, lève-toi puis vas-y. C'est un peu ça qu'on te demande tout le temps. Tu peux pas te retirer parce que si tu te retires puis tu te mets la tête dans le sable, ça va juste être 250 fois pire. Tu peux t'entourer mieux, tu sais. Mais c'est une réalité qui est pas facile quand ça commence à pas bien aller. Ça va pas bien, puis en plus, il faut que tu donnes plus, en tout cas. Oui. Oui, ça, c'est... Puis ça, sans que tu parles forcément des mandats que tu as avec tes coachés, en fait, là, mais est-ce que ça fait partie de certaines stratégies que tu abordes avec eux de se mettre dans des postures où est-ce qu'on peut favoriser les heureux hasards, justement, là, de sortir de sa coquille, puis d'essayer de quoi de nouveau, puis de voir un peu si... Je sais pas si tu veux... Oui, c'est presque que ça, en fait, que mon approche, là, parce que j'essaie de leur montrer tous les autres angles que moi, je vois, avec mon regard qui est différent du leur. Puis je leur dis, dites-moi tout. Puis j'ai vraiment une approche complètement différente des coachs. Là. C'est pour ça que je peux vraiment pas m'appeler coach. Là, mais où est-ce qu'on digresse, puis j'essaie de lier ça à qui ils sont, où est-ce qu'ils veulent aller, c'est quoi leur grand rêve. Des fois, ils n'ont pas pris la peine de se poser ces questions-là. Fait qu'ils sont partis dans un projet comme on a fait, nous autres aussi. Là, puis je fonce, puis on verra après. Mais après ça, des fois, tu peux juste réaligner un petit peu le projet, puis ça permet d'atteindre tes objectifs, puis tes rêves. Fait que oui, c'est assez particulier comment c'est valorisant. Puis, tu sais, en tout cas, j'ai passé 18 ans à essayer de plaire à tous mes employés. Puis tu sais, je pense qu'il y en a qui ont été super heureux. Là. Mais tu sais, en ayant peu de reconnaissance, somme toute, puis de merci, puis tu sais, parce que l'être humain, comme ça, on prend pour acquis, tu sais, tout ce qu'on possède puis qu'on a. Puis après ça, du jour au lendemain, je deviens accompagnante. Puis à tous les jours, j'ai comme... merci d'être là, tu changes ma vie. Je me suis fait dire ce que tu fais, c'est grandiose cette semaine, puis ils me payent là, pour ça. Fait que je suis comme. Tu aurais des exemples à donner sur des postures à prendre, dans le fond, pour justement favoriser ces hasards-là, ou qui ont amené des trucs concrets, sans trop nommer les gens. Je ne vais pas te mettre dans une situation, là, mais as-tu des oui, je peux donner des exemples. Dans le fond, souvent, c'est juste de maximiser comme... j'ai une entreprise qui fait de la transformation d'agrumes, puis de toute façon, eux autres, ils veulent que j'en parle, fait qu'il n'y a pas de problème. Fait que, mais c'est ça, puis c'était de valoriser leurs résidus, les zestes, tout ça. Fait que des fois, on essaie de vendre des zestes frais, puis là, c'est comme, à un moment donné, on peut-tu nous-mêmes transformer, produire mettre en marché un produit avec du zeste séché, puis comme un thé, en tout cas, puis là, après ça, on part sur cette idée-là, puis après ça, il faut le réaliser, tu sais. Fait que là, on est à la phase qu'il faudrait le mettre au monde, mais c'est comme juste dans le brainstorm, là, toutes sortes de façons là, d'arriver à un résultat comme similaire, mais différemment. Mais il faut vraiment... C'est pour ça que porter la charge mentale de 6 entreprises, co-porter la charge mentale de 6 entreprises, je ne pourrais pas tellement en faire plus que ça. Là. Mais c'est souvent des histoires de passation aussi. Là. Eux autres ne sont pas en passation, mais il y a d'autres histoires de passation, puis c'est de le faire autrement, de le faire plus humainement, de le faire avec plus de conscience, en goûtant aussi, en appréciant chaque moment, parce que c'est pas parce que tu décides de vendre ton entreprise que tu peux pas avoir du plaisir à vivre tous ces moments-là. Puis plus que tu es conscient, plus que tu es présent, bien, plus que finalement, plus que ton deuil avance. Puis moi, j'ai goûté à comme plus de présence. Là. Après ma deuxième inondation, je pensais que j'allais mourir, là, chaud ou pas chaud. Là. Fait que j'ai décidé d'aller m'entraîner. Puis finalement, j'ai commencé à faire du yoga que j'haïssais, là, mais que là, j'adore. Puis ça a vraiment changé ma vie. Fait que cultiver la présence pour être comme plus là au quotidien.
On peut le couper, mais le but, c'était juste que vous fassiez un tour. C'était quoi? Un tour de table, un tour de piste. Fait que... Je comprenais pas tes signes, j'étais là. J'étais là, ça va? Ouais, c'est ça. On a fait là. C'est juste... Un petit tour, on rap? Ouais, exact. OK. Je pensais pas couper le flow comme ça. Pas de problème. Mais c'est quoi tu veux qu'on fasse? J'espère que ça finisse comme ça. Faut que ça finisse comme ça. On veut pas que ça finisse point, là. On continue, là. Faut que ça finisse comme ça dans un gros malaise bizarre. C'est ça. Ouais, C'est du piano. Ouais, c'est du piano. C'est ça. Mais c'est le fun. Tant qu'à parler de deuil puis de fin, ça peut être juste ça. De même, ça finit. Bon, ben, salut! Merci pour les belles rencontres. C'est tout le temps le fun. C'est peut-être de voir que, tu sais, c'est ça, il y a dans des parcours, tu sais, il y a tout le temps plein d'embûches. Tu sais, il y a de la chance, il y a de la résilience, tu sais, tout ça, mais souvent, c'est de se mettre dans dans une posture qui va favoriser un hasard, tu sais, c'est ça. Tu sais, j'imagine qu'en allant faire du yoga, t'as peut-être rencontré des gens que tu n'aurais pas rencontrés dans tes sphères professionnelles ou dans tes sphères, tu sais, c'est ça. Fait que, en ayant un café, probablement que tu vois du monde juste qui viennent prendre un café, mais que ça donne que finalement, je sais pas, ils t'achètent des lots de café ou ça t'ouvre des nouveaux réseaux de distribution. Ou, tu sais, ça crée des amis, ça doit créer des partenaires. Puis, Ce qui est arrivé avec moi, en fait, en fréquentant un coworking, nos bureaux, ben, en fait, ça m'a amené tout plein de clients, tu sais, juste à jaser, à force de jaser avec du monde. Tu sais, moi, je suis pas naturellement très bon dans le PR, dans le fait de me vendre, puis tout ça, mais juste le fait d'être là favorise ces hasards-là. Ouais. Moi, je vous ai beaucoup écouté, en fait, et je me suis rendu compte que les hasards arrive quand vous diversifiez un peu vos activités. Toi, quand tu es parti de la savonnerie, de la production, tu étais focus là-dessus. Mais maintenant, tu as ouvert un peu ton champ. Et c'est là que ça se... je pense que tu mets beaucoup plus de sens dans ce que tu fais, en fait. Et puis, les heureux hasards arrivent 3 fois plus parce que tu fais 3 types, peut-être plus d'activités, en fait. Là, c'est pareil, Maxime, tu fais pas, comme tu disais, tu fais pas qu'un restaurant. Le café, les livres, voilà, vous avez encore plein d'autres projets. Donc, vous avez cette chose-là en commun, en fait, d'avoir le fait de diversifier, puis d'avoir des esprits qui pétillent comme ça, d'aller chercher plein d'autres choses. C'est ça qui vous amène ces heureux hasards, je pense. Ouais, vraiment. Puis, on les accueille aussi, les hasards. Je pense que c'est ça, c'est comme... tu dis, t'as une fuite d'eau, mais good, là, tu fais autre chose. C'est comme, tu sais, en entrepreneuriat, c'est tout le temps plein de défis. Il faut juste les accueils, faut te fâcher. Il faut capter les... Les accueils, il faut être alerte aussi, à les convertir en opportunité. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, je sais pas, là, t'as un four qui pète. Ah, ben cool, je vais utiliser l'autre, je sais pas comment il marchait. Là, tu sais, c'est juste... Mais si t'es fâché, là, tabarouette, là, ça contamine tout le monde. C'est comme... tu sais, c'est un peu ça, parce que il va toujours avoir des choses qui vont briser. C'est un milieu, mettons... tu sais, l'entrepreneuriat, c'est un milieu que tu peux contrôler, mais à un certain point, mettons. Fait que si t'accueilles pas, c'est comme tu dis, ces hasards-là, puis tu deviens en colère ou de quoi, mais je pense pas que t'es dans le bon mood, tu sais. C'est un peu ça, comme... je parlais de l'exemple, tu sais, qu'on parlait du pont qui est fermé. Je contrôle pas qu'ils refont le pont pendant 2 mois dans ta plus grosse période estivale. Tu sais. Fait que même si je serais fâché en boule puis pas content, ça changera absolument rien. Fait qu'on fait de quoi pour favoriser que les gens viennent, changer le mood, puis ça change nous-mêmes notre mood, puis ça nous donne le goût de continuer. T'sais, c'est un peu ça aussi. Là. Fait que quand je te disais que la responsabilité que nous, on a, c'est de donner les outils à nos employés, mais le premier outil qu'on peut leur donner, c'est nous-mêmes, d'être enclins puis être heureux de venir, puis pas de faire par exprès pour nous les contaminer. Fait que c'est un peu ça. Fait que nous, c'est toujours été notre vision de faire ça. Fait que c'est pour ça. C'est la joie, c'est un aimant. Puis le contraire, c'est comme un répulsif. Ouais, ben, puis je pense, je sais plus c'est qui, c'est Jonathan qui disait ça, mais faire de son mieux et rester en joie. Ouais. Fait que moi, c'est vraiment ça. Là. Je fais tout ce que je peux, puis après ça, j'ai pas de contrôle sur le résultat. Le chemin, c'est le plus important. La destination, on la connaît pas. On sait qu'on va tout finir par mourir. Garder la santé, comme tu parlais du yoga, c'est important aussi. Je pense que c'est une vie, là, c'est un jeu aussi. Là. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Fait que, le resto, nous, on s'avait tout le temps dit avec Lisa, quand on l'a acheté, j'ai dit, écoute, on va vivre une expérience, on va connaître plein de monde, puis si ça n'a pas marché, ben, partir sur autre chose, mais on va avoir vécu. T'sais.
C'est un peu ça. Fait que quand tu vois ça de même, ben, t'avances. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est un peu ça. Fait qu'on s'amuse là-dedans. On veut garder. Moi, j'aimerais ça me balancer vieux là, avec ma blonde. Là, et dire, hey, c'était toute une aventure. Puis là, raconter tout. Ce qu'on va raconter, c'est même pas les bons coups. On va raconter toutes ces affaires-là. Genre, tu te souviens-tu quand nanana, ça a pété? On a fait ça. On racontera jamais. Hey, tu te souviens-tu quand tout allait parfait? Hey, c'était donc une belle journée. Tout marchait, personne m'appelait. Tout le monde était là. Puis, on faisait de l'argent, c'était fou. On dira jamais ça. On va se raconter toute l'inverse. Trop plate. Tu te souviens-tu quand on n'avait plus une scène, j'ai loadé mon accordé, 35 000 mon dernier. C'est ça qu'on raconte aux gens. On est ici pour pas se raconter nos beaux. C'est un peu ça la joke. Fait faut les accueillir, ces affaires-là, parce qu'au final, c'est nos plus belles histoires. Ouais. Vraiment. En tout cas, merci pour les tiennes. C'est bien inspirant. Un arrêt, là. C'est ça. Ça va être mon prochain livre, je pense. Oui, c'est ça. Oui, c'est bon, ça. Ouais. Merci pour les rencontres. Tu as clos? Merci. Le final-là était super parfait. Merci. 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 Hey, c'est déjà la fin de l'épisode, ça passe vite. Merci d'avoir été avec nous. On voudrait remercier Maxime Poulain du Café de la Bullerie, Marie-Ève Lejour, Doula pour entrepreneurs et Force Vive derrière La Fabrique, Benoît Lebaille, chargé de projet TI chez l'Inuen, et moi-même, François Fournier, UX designer. Un merci aussi au Fonds des communautés et à la MRC de la Haute-Yamaska pour leur appui, parce que sinon ce podcast n'aurait pas été possible. Gros shout-out au Cool Club pour leur accueil vraiment inspirant, créatif. Ça a mis beaucoup de soleil dans notre podcast. Merci. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous. Partagez, commentez, challengez. Au plaisir de se retrouver pour un prochain épisode du No Podcast où les heureux hasards deviennent des histoires à raconter. À bientôt.